Des sujets qui vous ressemblent, des sujets qui vous rassemblent. Nous parlons de couple. Le couple va mal, parfois, hélas, mais avant qu'il n'aille mal, il commence par aller bien souvent, fort heureusement. Merci de recevoir nos deux invités qui ont accepté de participer à cette discussion. Nous avons les deux antipodes, j'ai envie de vous présenter ainsi. Nadia Oyono, wedding planner. Bonjour. Bonjour Lady. Wedding planner, cela consiste à accompagner ceux qui organisent leur mariage. Exactement. Car au début, tout le monde s'entend avec tout le monde, normalement. Et puis, nous avons un juriste, quand ça commence un tout petit peu à se gâter, c'est Ali Outal. Bonjour. Bonjour Lady. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes spécialiste en droit des étrangers, vous en connaissez un rayon aussi sur la situation, notamment des femmes de l'immigration. Nous allons pouvoir revenir dessus. Wedding planner, Nadia, vous avez la parole. Alors, les gens veulent vous rencontrer pour... Ils veulent me rencontrer pour organiser leur événement. Parce que bon, ils s'aiment, ils ont envie de partager ce moment avec souvent la famille, les proches. Ça se fait beaucoup plus vraiment avec la famille, les proches, hein, parce que je m'adresse beaucoup aux couples mixtes. Quand je dis couples mixtes, ce ne sont pas seulement les couples africains, mais ça peut être couple noir, blanc, pôle Nord et pôle Sud. Exactement. Oui. Et mon métier consiste à organiser l'événement de A à Z ou partiellement. Et je suis effectivement amenée à entrer dans le cercle familial et donc à être au courant des petites tensions qu'il peut y avoir, malgré l'amour que les deux personnes peuvent se porter l'une l'autre, avoir les petites tensions qu'il peut y avoir avec les belles familles, avec les amis. Les belles-mères. Les belles-mères, pas seulement les belles-mères. Souvent, la meilleure amie peut être très jalouse du fait que l'autre se marie. C'est ce jour-là qu'on apprend que la meilleure amie était la meilleure ennemie. Exactement, exactement. Donc, on les accompagne. On les accompagne jusqu'au jour J. Et parfois, c'est peut-être là que les choses commencent à aller très mal déjà parce que Tout à fait. Il y a des enjeux. Oui, exactement. Ali Outal, voyez-vous les choses sous cet angle-là lorsque les personnes viennent à vous? Est-ce que vous essayez de les ramener à ce par où les choses ont commencé ou est-ce que tout de suite vous traitez le problème tel qu'on vous le présente? Et comme elle a dit, au commencement, c'est toujours l'initiative d'aller se marier. Et parfois, il s'avère que le problème est concomitant à l'initiative même de se marier. Le problème du couple peut venir avant même le couple. Ça veut dire que dès la volonté de se marier, on se rend compte qu'il y a un vice caché. Il y a une erreur sur les qualités substantielles de la personne ou bien il y a eu un dol. Un dol, ça veut dire que c'est une erreur provoquée. En matière d'amour, c'est de l'escroquerie sentimentale. Et là, ça peut causer des problèmes. Là, on a la possibilité de se retrancher en demandant l'annulation du mariage si celui-ci venait même d'être célébré par l'officier d'état civil. Même le lendemain. Même le lendemain. Oui. Parce que je donne un exemple qui est fréquent dans ce que je vois. Une personne qui vient me voir me dire que je viens de me marier, en général des femmes. Je me rends compte que mon époux sénégalais, malien, ivoirien, a tout organisé avec sa famille pour des raisons migratoires, pour avoir un titre de séjour ou un visa. Là, elle pense que tout est fini. Alors qu'il ne s'agit pas de divorcer dans ce cas de figure. C'est une annulation. On considère que le mariage n'a jamais existé. On remet tout à zéro. Et les torts seront exclusivement attribués à celui qui a organisé ce mariage fallacieux. Pas l'organisatrice de l'événement, sinon vous seriez derrière les barreaux. Non. Alors bien évidemment... Ça existe, hein. Il y a des moments où des gens qui organisent des mariages, vous le savez, sans pour autant qu'il y ait une intention matrimoniale. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas votre cas. Non, c'est pas mon Alors cas. Ce que je voulais dire, vous n'êtes pas enfermé ni l'un, ni l'une, ni l'autre dans vos fonctions de professionnels par rapport au mariage. Vous avez la liberté d'apporter vos avis respectifs, qui de femmes, qui d'hommes. Alors, ce que nous dit Ali Outal, cela fait-il écho à quoi que ce soit que vous ayez entreaperçu dans les personnes que vous rencontrez, sans donner de nom, on ne veut pas vous fâcher avec qui que ce soit. Oui. C'est vrai que par moments, il m'est arrivé de voir des couples, pas forcément, on ne va pas parler d'être bien ou mal assortis, mais on sent que l'une des personnes se marie pour des raisons qui ne seraient pas... Voilà. C'est pas par amour, c'est souvent... Il y a certains qui se marient pour faire plaisir à la famille, et on sent que certains le font parce qu'ils veulent faire plaisir à la famille, et puis de l'autre côté, il ou elle va se marier parce qu'elle aime, elle croit vraiment à l'institution du mariage et c'est j'aime mon homme ou j'aime ma femme et je veux vraiment l'honorer. Alors que de l'autre côté, on voit souvent, on sent que non. D'ailleurs, tant que nous y sommes, parlons-en. Pourquoi se marie-t-on d'ailleurs? Quelle est la raison finalement? Parce que là où vous parlez l'un et l'autre d'intérêt parfois, d'aucuns vous diront que mais il faut qu'il y ait de l'intérêt. Il n'y a pas de mariage rose comme les fleurs. Oui, c'est vrai que quelque part, on se marie par intérêt. Aujourd'hui, même, on a des amis par intérêt. Moi, je veux dire, on n'a pas d'amis parce qu'on se regarde et puis
on est là en train de compter je ne sais trop quoi. Non, je vais être amie avec une personne parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Donc, il y a une attente, en tout Exactement. cas. Une attente légitime, donc. Maintenant, dans le mariage, je parle au niveau culturel et au niveau africain. Beaucoup de personnes se marient parce qu'il faut porter un nom. Beaucoup de femmes se marient parce qu'il faut porter un nom. Et parce beaucoup d'hommes parce qu'il faut faire porter un nom. Les hommes, il y a une certaine fierté pour un homme de dire qu'il est marié. J'ai même vu des hommes qui draguaient en disant « oui, moi, je suis marié ». Bon, comme introduction, c'est pas mal. Voilà, comme c'était un signe de sérieux. C'est une garantie, ça a déjà fonctionné, donc sachez, madame, que... Et les femmes se marient beaucoup pour le nom, parce que dans la culture africaine, quand on n'est pas marié, c'est mal perçu, c'est mal vu, jusqu'à aujourd'hui encore. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. Et il faut être madame. Il faut être madame. Vous vous présentez quelque part en disant mademoiselle, on ne vous regarde même pas. Et ce n'est pas seulement en Afrique ou... Non, même ici, vous vous présentez devant certaines personnes, vous dites « oui, je suis mademoiselle un tel », pour eux, ils vont en rire. Alors, Alioutal, avant que de rentrer dans les difficultés et comment apporter des solutions, il y a déjà ce terreau, en tout cas, sur lequel viennent se construire les mariages. Effectivement, mais moi, il y a une idée qui me dérange, l'idée qui veut que le mariage soit motivé par un intérêt. Au départ, le mariage est une institution sociétale. L'homme et la femme, avant, n'avaient pas besoin de se marier. On n'était pas loin des animaux pour assouvir nos besoins. C'était à l'époque du Cro-Magnon. Effectivement, je parle de ça, mais on était quand même hommes. Avec l'évolution, on s'est socialisé. Ça veut dire qu'on organise les relations sociétales. On s'est humanisé. On ne veut pas qu'il y ait de barbarie au niveau matrimonial. Dans toutes les sociétés, on a créé cette institution qui est le mariage. On peut l'appeler ici mariage ou autre, parfois polygamique, parfois bigamique, parfois monogamique. C'est une autre émission. Mais néanmoins, il est quand même un fait avéré que l'homme a décidé de se mettre ensemble pour l'organisation de la société, une bonne organisation de la société. Et ça devient une institution qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas l'institution, on peut même vous bannir. Vous l'avez dit tout à l'heure. Parfois, on le fait pour faire plaisir à la famille. Pourquoi? Parce qu'on nous impose ça. Un homme comme Alioutal, célibataire, si il ne relève pas d'une famille démocratique ouverte, peut être jugé comme quelqu'un qui est, entre guillemets, un tocard. Et pour éviter cela, on se marie parfois même, pas par amour, mais pour faire plaisir à ce système qui veut qu'on soit monsieur ou madame. Oui. Ça, c'est une chose. Mais aussi, il y a un autre problème qui se pose au niveau toujours du mariage, au niveau de l'intérêt. Moi, l'intérêt me gêne parce que si on pense qu'on se marie par intérêt, s'il n'y a plus d'intérêt, c'est normal que le mariage soit dissous ou bien qu'il y ait des problèmes qu'on va aborder. Mais alors justement, vous disiez tout à l'heure qu'on peut non pas parler de divorce, mais d'annulation. Mais à partir de, ou plutôt sur combien de temps peut-on considérer qu'il est possible d'annuler un mariage plutôt que de procéder au divorce? À partir du moment où on vient de célébrer le mariage, c'est un acte, c'est un contrat. Comme tout contrat, si les qualités, les conditions de fond de ce contrat ne sont plus là, on peut procéder à l'annulation. Il ne s'agit pas, par exemple, là de dire même après 5 ans, même après... Toujours, on peut procéder à l'annulation. Parce que, par exemple, je donne le consentement. Le consentement, c'est l'une des conditions fondamentales. Sans consentement, il n'y a pas accord. Donc, s'il y a un vice de consentement, si on a forcé madame, parce que son papa, monsieur malien ou sénégalais, a voulu donner sa main à son cousin, il n'y a pas de consentement. On considère que même si vous avez vécu 10 ans, il n'y a jamais eu de mariage. Oui. Il y a une relation de fait qu'on a pu vous imposer, mais dans laquelle on ne peut pas vous maintenir. Oui. Donc la résolution du mariage, c'est pas une résolution comme un contrat qu'on a comme avec SFR ou autre, mais on considère que le mariage n'a jamais existé. Et ça, c'est très important, c'est une manière de protéger. Même si les enfants, même si les conséquences existent et pleurent fort. Effectivement. Et là, il y aura quand même une décision de juge qui va attribuer la garde en fonction du tort qui sera reproché à l'un ou à l'autre des époux. Avez-vous une visibilité quelconque en tant que wedding planner sur ce que deviennent ces bienheureux au bout de quelques années? Ou est-ce qu'une fois que vous les avez accompagnés dans les préparatifs de leur bel événement, vous leur faites la politesse de vous éclipser et plus jamais vous ne savez ce qu'il en devient? Non, contrairement peut-être à certaines wedding planners, moi je garde des contacts avec mes mariés et j'essaie de leur souhaiter même l'anniversaire, les noces de coton et autres à chaque fois. Et pour moi, je suis wedding planner, mais event planner également. Donc quelque part, il y a aussi le côté où il y a les enfants. Donc les enfants, ça veut dire qu'il y aura sans doute des baptêmes et d'autres choses, des communions. Donc hormis ce fait-là, mais je garde toujours le contact avec les personnes parce que quelque part, je rentre dans leur vie privée, je connais les oncles, les tantes, les mamans, tout le monde. Et ça crée forcément des liens parce qu'on apprend des choses. Ils m'apprennent beaucoup et on apprend des choses, on est dans certaines choses qui font qu'on tisse des liens. Est-ce que ça vous arrive quand vous voyez que le wedding que vous devez planifier n'a pas lieu d'être? Ça vous arrive de les décourager? Non. Non.
C'est pas à moi de les C'est décourager. pas de votre ressort, mais êtes-vous intérieurement découragé? Je me dois de faire en sorte que tout se passe bien. Je suis une jeune femme africaine, on va dire d'origine africaine. Je connais le poids de nos traditions et j'aime aussi nos traditions. Et je sais ce que c'est que préparer un mariage à l'européenne et préparer un mariage africain en France ou à l'étranger, ou mariage mixte. Donc je sais, moi, d'avance, je peux anticiper ce qu'il y aura comme problème. Entre ceux qui vont arriver du pays, ceux qui sont ici en France, ceux qui ne se sont jamais mariés en grande pompe et qui sont en train d'envier, entre les amis, entre les cousines, entre la partie on n'a pas encore fait la dot, mais il y a la dot qu'il faudra faire au pays, entre oui, mais les études ont fait, il y a déjà l'enfant dont il faudra doter plus, entre les petites querelles, qui va transporter qui, le photographe, le machin. Je sais gérer tout ça à l'avance. Et c'est mon métier. Mais je crois que pour exercer aussi ce métier, il faut savoir éprouver aussi de l'empathie et prendre de la hauteur par rapport à certaines choses. Donc je ne peux pas me permettre, moi, c'est vrai que c'est un métier, mais c'est une passion avant tout. Je ne peux pas me permettre, moi, d'aller entrer et de dire non, cet homme-là, non, ce n'est pas à moi de le faire. Vous ne pouvez pas dire ça sent le roussi. Non, c'est comme on dit souvent un proverbe qui dit quand ça ne va pas dans un couple, ce n'est pas à toi d'aller dire à la personne de partir. Parce qu'entre les corps et l'arbre... Il ne faut pas mettre son doigt. Exactement. Bien. Si nous avons pris le temps dans cette première partie d'émission d'évoquer ces aspects, c'est que quand le couple va mal, en réalité, c'est parce qu'il y a déjà un embryon de ce qui ne va pas à ce moment-là déjà. Quels sont les points que vous avez relevés, sans citer de nom encore une fois, pour quelles raisons les couples qui viennent vous voir, qu'est-ce qui revient souvent? Que vous disent notamment les femmes? Quelles sont les causes de ce qui fait que ça ne va pas? Alors, les femmes, globalement... c'est un jugement de valeur. Elles ne sont pas satisfaites pour des raisons absolues parfois. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'est global. C'est beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices concordants pour accabler l'homme. C'est très rare qu'un homme soit accablé par la femme pour une raison suffisante par elle-même. Ça veut dire que soit il vient tard à la maison, pour les enfants, il ne s'en occupe pas quand je viens ici. Donc c'est un ensemble de faits qu'avant, dans le droit français, on mettait dans la catégorie incompatibilité d'humeur rendant la vie commune intolérable. Donc ça veut dire que c'est abstrait. Alors, vous avez là donné votre avis de juriste, mais manifestement, on a entendu, je ne sais pas si vous l'avez perçu ainsi, que votre avis d'homme est que ça ne suffit pas. Alors, pour l'homme que vous êtes et pas le juriste, qu'est-ce qui est une raison suffisante d'après vous? Par exemple, le fait de frapper une femme, ou bien de frapper un homme, pareil, il y a des femmes qui frappent des hommes. La violence verbale ou physique, pour moi, c'est une raison suffisante de rompre le mariage sans autre condition, sans autre procès. Mais et la violence morale, par exemple, s'il y a dénigrement, s'il ne rentre pas, si ceci, si cela... Psychologique, ça entre dans le cadre de la violence morale, le fait d'insulter, d'injurier, de dénigrer, de vous donner moins de courage dans votre vie, le fait même d'insulter vos parents. Il y en a, ils vous insultent pas directement, ils portent le discrédit sur vos parents. Pour moi, ça a la même valeur que la violence physique. Et donc, la même valeur, heureusement que le droit français a évolué en ce sens, c'est une cause maintenant péremptoire de divorce. Contrairement à l'adultère. Par exemple, il y a des gens, pour revenir à votre question, qui viennent parce que c'est des femmes, parfois issues de l'immigration, parce que l'homme est un dragueur. Il continue à vivre parallèlement avec d'autres personnes. Et comme il y a ce poids de la société qui veut que la femme ne doit pas divorcer, surtout quand l'homme t'a amené, entre guillemets, du pays d'origine où tu n'étais pas dans une certaine situation de confort, et que théoriquement la France est l'Eldorado, pour eux c'est une évolution sociale. Ce monsieur, tu lui dois reconnaissance. Même s'il tourne à gauche, à droite, tu dois rester à la maison. Parce que humainement, ce n'est pas tolérable. Donc il y a beaucoup de femmes aussi, dans un second temps, qui viennent pour ça, l'adultère. Or, en France, l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce. Il faut que ce soit répétitif et qu'il y ait des indices concordants. C'est quoi répétitif selon la loi? Qu'il y ait des Combien indices de qui montrent fois que... et demi? Combien de fois et demi? Ça, c'est une bonne question pertinente que je devrais demander à l'Assemblée nationale, aux députés. Mais en tout cas, c'est une évolution du droit français qui fait que cet adultère-là est pratiquement normal. Et même le refus, par exemple, de faire l'amour, il faut le dire. Le terme juridique hypocrite, c'est partager le lit. Mais si on refuse plusieurs fois, on peut considérer que c'est une cause. Et il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent pour ça. Alors, comment peut-on prouver cela? Parce que, si je comprends bien la loi, et n'hésitez pas, Nadia, à intervenir, puisque là, nous écoutons désormais le juriste, comment peut-on, que prévoit la loi, comment peut-on faire valoir sa bonne foi en disant, voilà, depuis 2 ans et demi, je dors dans le canapé, ou je dors dans le même lit, mais c'est comme si j'y étais seule? Comme l'obligation de partager le lit relève du mariage,
Si le mari ne respecte pas cette obligation, on a le droit de faire une main courante ou de porter plainte. Mais comment peut-on le prouver? Ne demande-t-on pas à la personne qui porte plainte de prouver cela? Oui, mais ils ne vont pas venir vous voir, vous photographier, vous mettre une caméra pour Mais voir ce si qui vous veut êtes dire en que train c'est de la faire. parole de l'un contre celle de Oui, l'autre. mais il y a des indices quand même. Parce qu'il y aura une enquête, il y aura une procédure, il y a des professionnels pour ça qui vont écouter, qui peuvent même mettre dans le couple les services d'une assistante sociale ou bien d'une personne dédiée ou bien d'un psychologue ou sociologue qui va étudier. Il y aura une expertise judiciaire commandée par la justice, mais pas faite par des juristes, mais par des spécialistes qui vont voir que madame n'est pas en train de dire la vérité ou que madame a ce problème-là. Mais en général, les gens ne mentent pas sur ça. S'ils ne font pas l'amour, ils ne disent pas que non, je ne le fais pas, je le fais alors qu'ils ne le font pas. Et le fait de ne pas le faire pendant un temps, c'est une cause de divorce. Mais par contre, une fois ou deux fois, la libération de la femme a fait qu'on est parti de ça pour dire qu'on n'est plus obligé de respecter la volonté du conjoint qui veut, par exemple, faire l'amour avec sa femme. On a le droit d'avoir mal à la tête, c'est ce que on a le droit d'avoir mal à la tête, on a le droit de dire non. Et que si on force, on peut commettre maintenant le divorce dans le mariage. Et parler peut-être de viol conjugal à ce moment-là. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Effectivement, de viol conjugal. Des commentaires, des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre, Nadia? Oui, c'est bien. C'est bien que la loi ait évolué. C'est vrai qu'il y aura toujours ce souci qui est de prouver certaines choses. C'est facile de prouver des violences physiques, encore que certaines personnes arrivent à cacher les choses parce qu'il y a toujours un sentiment de honte. Tout ce qui est violence psychologique, c'est d'autant plus difficile. Parce que il y a souvent l'image, on voit le couple, c'est « Ah, vous êtes beaux à voir ensemble ». On ne s'imagine pas ce qui se passe derrière une fois que les portes sont fermées. Et souvent, et je connais certaines personnes qui ont vécu cette violence psychologique, mais ça vous détruit des personnes. Ça vous détruit vraiment des personnes. Ils ou elles n'ont plus confiance en eux. Les enfants, on ne s'en occupe pas comme il faudrait. On n'arrête pas de hurler pour la moindre petite... Tout ça, c'est la résultante et les conséquences du fait d'avoir vécu dans une violence, dans un couple violent, que ce soit de la violence physique ou psychologique. Donc le tout, c'est comment prouver et faire la démarche, parce qu'il y a aussi ça. Le tout, c'est de ne pas te faire, mais c'est faire la démarche d'aller et vers qui. Et surtout faire la démarche, a priori, il faut aller poser une main courante ou une plainte. De là, le juge aux affaires familiales peut partir d'une présomption que l'homme ou la femme est victime. En général, c'est la femme. Et peut ordonner sa protection en mettant en place une ordonnance de protection. L'homme sera éloigné pendant un certain temps. Le domicile peut être attribué à la femme présumée victime. Je donne la femme, ça peut être l'homme. Et la garde des enfants peut lui être allouée. Et donc, pour ça, c'est la première démarche. Parce qu'on peut partir d'une présomption simple. Ça veut dire qu'on considère que le fait est avéré jusqu'à preuve du contraire. À partir du moment où il y a cette plainte. Donc, par rapport à la démarche, c'est très pertinent. La première des choses à faire, si on sent qu'on est victime, c'est d'aller porter plainte et de saisir les juges aux affaires familiales qui, de facto, s'il est convaincu, va prendre cette ordonnance de protection et de là, vous serez protégé jusqu'à ce qu'il y ait un procès. C'est ce qu'il faut faire. Le fait est que les couples, les hommes et les femmes ne savent pas, personne en général n'a envie d'avoir affaire à la loi et tout le monde ne connaît pas les méandres. On est déjà suffisamment sous le poids de sa propre turpitude et on n'a pas envie d'en rajouter une couche du point de vue administratif. Alors, que prévoit la loi? Y a-t-il pas des volontés parfois de conciliation? Y a-t-il pas une démarche de la part de la loi pour réconcilier les gens avant que d'en arriver au point de non-retour? Oui, en fait, ça, ce n'est pas le jeu de la loi. Quand on veut divorcer, parce qu'il y a deux manières de se séparer, soit par consentement mutuel, soit par la voie contentieuse. Mais avant que d'arriver, pardonnez-moi Alioutal, avant que d'en arriver au divorce, souvent ce que l'on voudrait, c'est que les choses rentrent dans l'ordre. Oui. Et manifestement, la loi n'envisage pas ces aspects-là. En fait, ce n'est pas le rôle de la loi de s'immiscer dans la vie du couple si tout va bien. C'est quand ça ne va pas que mais la loi peut intervenir. Mais justement, ça ne va pas et l'une des deux parties voudrait que ça aille. Mais ça, ce n'est pas le rôle de la loi, c'est le rôle de la société, des organismes. La loi, quand tout se passe, quand personne ne se plaint, la loi n'a pas à intervenir. Et là où je voulais parler des divorces par la voie contentieuse, la loi intervient. Parce que vous voulez divorcer, la loi va essayer de vous décourager par la procédure, une procédure de conciliation. On va vous décourager, donner des rendez-vous pour voir si c'est vrai. C'est là où la loi peut intervenir. Et on a déjà manifesté qu'il y a un problème. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de problème, la loi n'intervient pas. Mais dans le droit français, comme dans beaucoup de droits issus du système français, il y a toujours cette procédure de conciliation préalable. Dans certains pays, ça peut durer 2 ans, ils font exprès. Parce qu'il y a des gens, ils sont énervés, on veut divorcer. 3 mois après, on les retrouve ensemble. Et pour éviter ça, donc, il y a cette procédure de conciliation nécessaire avant tout divorce par voie contentieuse. Moi, ce que j'aurais à dire, toujours par rapport à mon métier de wedding planner, c'est... avant d'arriver à vouloir faire jouer la loi pour divorcer, je crois qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Il
faut s'entourer des bonnes personnes dans le sens où, quand on choisit des témoins pour un mariage, choisissez des personnes, tout simplement, qui peuvent vous conseiller. Des personnes qui sont peut-être passées même par là. Qui savent ce que c'est que qui d'être savent marié, ce que c'est peut-être. que d'être marié et posez-leur des questions. Parce qu'on voit des couples qui ont duré 15, 20, 30, 40 ans, mais il y a eu des hauts et des bas. Mais il faut savoir discuter avec ces personnes. Discuter, poser des questions et surtout, leur demander des conseils. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller voir ces personnes. Ce sont des témoins. C'est comme quand on choisit un parent ou une marraine. C'est quelqu'un qui est censé, normalement, si vous n'êtes plus là, assumer et prendre la charge du parent. Assumer ce rôle-là. C'est la même chose pour les témoins. On ne prend pas des témoins, oh, c'est ma C'est pas copine la de copine, fac, oui. Sinon, c'est elle va un faire la tel, gueule. je vais prendre un tel. Non, c'est quelque chose qui doit être réfléchi parce que c'est quelqu'un qui doit pouvoir être là, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de peine et vous donner les conseils avant d'arriver au stade de je prends un avocat et je me sépare. Je veux juste ajouter un élément. Il me semble qu'on est en train de dénigrer le divorce en tant qu'institution. Pour moi, le divorce a la même valeur que le mariage. Parce que maintenir un couple qui ne s'entend pas dans un mariage, ça peut être aussi désastreux ou plus désastreux que le fait de divorcer. Se séparer, c'est une instruction depuis Mathusalem. Donc, à mon avis, parfois, il faut encourager les gens, si on voit que les conditions de mariage paisibles, où on respecte la dignité de l'un et de l'autre, dans ce cas-là, il faut divorcer et encourager. Mais il alors, est aussi noble de divorcer que de se marier pour Mais moi. là, la question est, est-ce que c'est parce que les gens ont divorcé que nécessairement ça va mieux pour chacun En tout d'entre eux? cas, entre eux, tous les deux, ils ne vont plus avoir les problèmes qu'ils ont en tant que couple. Mais parce qu'ils n'en sont plus auront-ils couple. pas d'autres? Avec d'autres personnes. Oui, mais Dans la vie, il y a que tout le veut temps- la loi? La loi n'est-elle pas là pour protéger les individus, qu'ils soient ensemble ou séparés? La loi n'a-t-elle pas vocation aussi à apporter ce mieux-être? Mais je veux dire que la loi n'a pas vocation à vous dire rester ensemble obligatoirement. Et là, je ne parle même pas de la loi, je parle de la société. Oui. On a tendance à dénigrer les divorces. Ils sont divorcés, on porte un discrédit sur la femme divorcée. Mais non, elle peut être mieux que la femme qui reste là-bas, qui accepte d'être battue matin et soir, qui accepte d'être cocu, ou l'homme d'être cocu. Ils font semblant d'être heureux, vous l'avez dit. Ils ne sont pas heureux, c'est de façade. Moi, je préfère me séparer dignement avec respect que de rester dans une nébuleuse matrimoniale qui me dénigre, qui me détruit et qui détruit ma famille. Et vous le dites très bien, se séparer dignement dans le respect. Ça veut dire que s'il y a eu déjà... Un couple, c'est quoi? C'est beaucoup de communication. Il faut beaucoup parler. Donc, même s'il y a un problème et qu'effectivement, vous arrivez à trouver des médiateurs pour en discuter, vous pouvez en arriver à vous séparer. Vous vous séparez, mais vous ne vous séparez pas en vous tapant dessus. Vous ne vous séparez pas en quelqu'un garde les enfants, je ne veux pas qu'il voit mes enfants parce qu'il m'a fait telle ou telle chose. Donc, il y a des séparations qui se passent très bien. C'est-à-dire, c'est l'entente cordiale. On s'entend bien. Oui. Pour le bien-être des enfants, pour notre bien-être, parce que chacun va refaire sa vie. Moi, j'ai vu des couples où monsieur assiste au mariage de son ex-femme et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Le futur mari qui lui dit « Ah, comment va notre fils ?» Parce que le petit allait passer des vacances chez l'autre. Et ça se passe très bien. Il n'y a pas ce côté où... Et pourtant, quand ils se séparaient, c'était... Le couteau entre les dents. Ah oui. Mais parce qu'il y a eu toute cette phase de médiation, parce qu'il y a aussi... On a aussi la chance d'avoir des grands-mères, des tantes et autres qui souvent viennent. C'est vrai qu'il y a le poids de il faut rester marié, il faut rester... Mais c'est toujours une façon d'essayer d'apaiser, C'est d'arranger les une choses. volonté Il y a d'apaiser. un Voilà. nouveau diable qui se défile là, au divorce planeur. Il faut y penser. C'est pas qu'il se défile, il est déjà là. On fête le divorce. Vous le faites Il est... Oui, ça Ça fait se aussi partie des célèbre. prestations. Ça se célèbre. Je ne parle pas de l'organiser paisiblement. Oui, tiens, oui. Cette phase-là aussi. Mais c'est quelque chose, moi je dis autant se séparer quand ça ne va pas, mais se séparer de façon cordiale, même si c'est sur même si on était énervé, même s'il y a eu tromperie, même s'il y a eu quoi, on se sépare pour mieux continuer, chacun de notre côté. Je la rejoins. Alors, question avant de terminer cette émission à Lioutal, quelles sont les raisons pour lesquelles, parce qu'on parlait des femmes précédemment, vous disiez elles n'ont pas toujours une raison considérée par la loi comme étant suffisante. En revanche, les hommes, quand ils viennent se plaindre, quels sont ceux des points qui reviennent souvent? Les hommes, globalement, c'est parce qu'ils se disent qu'ils ont été trompés. Il y a beaucoup d'hommes parce qu'ils ont été trompés. Ah, c'est dur pour un homme, ça. Oui, c'est très dur. Vous voyez, C'est ça vrai fait rire les femmes. C'est vrai, parfois, quand Oh, ils les trompent, pauvres- c'est moins oh, les grave. pauvres chéris. Mais quand ils sont trompés, ils ne peuvent pas digérer. Et en général, c'est la case divorce. Sauriez-vous nous dire, en tant que juriste, en tant qu'homme, pourquoi ils n'arrivent pas à digérer ce qui, par ailleurs, est leur sport souvent à eux? Bon, pas en tant que juriste, peut-être en tant qu'homme, je pense que moi, personnellement, si ça m'arrivait, j'allais divorcer. Ad vitam aeternam, ça c'est sûr. Il n'y a même pas possibilité de... Mais je pense que l'inverse devrait être vrai. Ça veut dire que, aussi bien que pour l'homme que pour la femme devrait avoir la prérogative, socialement parlant. Ce n'est pas le juriste qui parle. De divorcer à partir du moment où elle est trompée. On Mais la nous loi, fait comprendre dans notre société que pour une femme, ce n'est pas très grave. Même il y a des femmes qui disent ça. C'est un homme, il peut le faire, mais moi, je ne dois pas le faire.
Mais alors, la loi sur ce point-là, on va terminer par cet aspect, la loi sur ce point-là est relativement tordue, car le constat ou la preuve qui est demandée par la loi de témoigner de ce qu'on a été trompé n'est pas la même selon qu'on est un homme ou une femme. Est-ce que je me trompe? Non, c'est la même chose. En fait, c'est juste que dans les deux cas de figure, il y a, comme il a souligné, la difficulté de prouver qu'il y a cette tromperie. N'y a-t-il pas un article qui dit qu'il faut, pour le prouver, il faut que ce soit en flagrant délit dans un cas et pour l'autre en flagrant de... On dit que ça n'existe pas. Non, c'était du délire. Non, donc si ça existait, ça n'existe plus parce qu'on ne peut pas... Peut-être que dans le temps, effectivement, je ne sais pas si ça relevait du droit français, avant le Code civil en tout cas, peut-être que ça existait. Mais moi, je ne raisonne qu'à partir du Code civil de 1804. Et de là, ce sont les mêmes causes et les mêmes effets qui sont produits quand il y a quelqu'un qui rend son conjoint cocu et qu'il y a la preuve. Mais on ne demandait pas qu'il y ait une tierce personne, c'est très rare. On peut surprendre. Mais le fait d'amener une tierce personne, un huissier pour constater, je pense que l'autre aura pris quand même... C'est un détective privé. Maintenant, ça a pignon sur rue pour prouver l'adultère. Oui, alors que ce n'est pas une preuve complète, c'est un début de preuve. Parce que les détectives privés, c'est un privé comme vous et moi. C'est que lui, ça n'engage pas forcément la loi, mais ça peut être un commencement de preuve. Le mot de la fin, madame, monsieur, sur ce sujet, quand le couple va mal, qu'auriez-vous envie de faire passer chacun comme message? Moi, en tant que wedding planner, en tant que femme, je reste convaincue que le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pas seulement le contrat, c'est vraiment... Moi, je reste convaincue qu'il faut se marier. Il faut se marier, il faut se mettre en couple. C'est beau, il faut le faire. Et elle a même le cul qui va avec tous les sourires et les bisous. Ali Outal, votre mot de la fin? Je suis plutôt dans le pragmatisme. Que le mariage, c'est une institution qui date depuis Mathusalem, mais qui a tendance à être ringardisée. La preuve, il y a d'autres formes d'union qui permettent de vivre ensemble sans être mariés, pacsés ou union libre. Donc quand ça va mal, quel que soit le cadre, il faut savoir se séparer en paix. La paix. Dans les deux cas, sachez, madame, monsieur, qui nous regardez, que la paix est possible aussi à l'intérieur du mariage. Nous terminons là-dessus. Merci à tous les deux. À demain.